Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors ça y est, on est dans la i208 dont l'intérieur est plutôt sympathique. Là c'est une version de base, donc vous n'avez pas l'écran cockpit, par contre vous avez le petit volant. Vous avez ici avec les boutons sur le commodo de droite la consommation, vous voyez, qui est de 17,8 kWh au 100. On reparlera de l'utilisation de cette voiture et du coût. Parce que c'est un étudiant qui me fait la gentillesse de la prêter. Vous verrez qu'il a plutôt fait une très bonne affaire en leasing, ce qui est plutôt rare, mais vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai 232 km d'autonomie. Vous avez ici, au niveau de la console centrale, vous pouvez régler le mode Eco, Normal ou Sport. Donc nous, on va se mettre en mode Sport. Autrement, ce sont des aiguilles pour la vitesse et puis aussi pour la charge. L'écran, comme c'est une version de base, est un écran de 7 pouces. Vous n'avez pas la navigation dessus. Par contre, vous avez Apple CarPlay et Android Auto. Le volant, c'est le petit volant Peugeot, plutôt qui se prend bien en main. Moi, comme je suis assez grand, j'arrive à voir par-dessus pour voir la vitesse et puis les compteurs. Vous avez aussi les touches piano ici pour la circulation, la clim. Par contre, pour la température, malheureusement, il faut repasser par l'écran central pour remettre la température et aussi pour la vitesse de climatisation. Vous avez la fermeture centralisée, voilà, et puis le dégivrage, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi des prises USB pour pouvoir recharger ou pour pouvoir se connecter à Android Auto. Vous avez la prise de parking ici, donc j'avais oublié tout à l'heure, en fait, quand vous mettez le mode P ici, c'est un peu piégeux, en fait, vous n'êtes pas en mode parking. Mode parking avec les mâchoires serrées, c'est ici que ça se passe, donc il ne faut pas oublier, j'ai bien eu une bonne alerte une fois que j'ai ouvert la porte, puisque la voiture bougeait. Vous avez le démarrage de la voiture ici, voilà, on va redémarrer. Et puis écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi je suis plutôt bien installé, vous avez une prise 12 volts. Donc ça c'est le modèle de base, vous voyez, vous avez quand même les vitres électriques à l'avant, les rétroviseurs électriques. J'aime bien les petites surpiqûres orange là. Bon là évidemment c'est pas du cuir, c'est pas du plastique moussé, mais ça a l'air plutôt pas mal. Par contre là c'est du plastique moussé tout au niveau de la console centrale ici. Vous avez une petite boîte à gants qui est plutôt sympathique. Rien d'aberrant, comme certains autres youtubeurs diraient. Et oui, écoutez, elle est très très propre cette voiture. Donc, au niveau de la hauteur pour la tête, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai le bouton SOS d'appel en cas d'urgence. Vous avez les ceintures arrière, plus le signal d'airbag passager droit si vous voulez le désactiver, puis les différentes lumières. Donc, écoutez, ça commence plutôt bien. Alors évidemment, la grosse clé de cette voiture, c'est la consommation, le comportement et puis le confort. Mais on en reparlera un peu plus tard. Alors c'est parti les amis, donc on met le mode drive, il faut appuyer sur le petit côté, voilà. Je vais remettre un peu la clim, donc on va essayer de rouler sans clim pour le début. Il ne faut surtout pas que je bouge. Hop, vous voyez là, j'ai accéléré et j'ai pas fait attention. J'aurais peut-être dû enlever le frein avant, mais bon, ça s'est enlevé tout seul. Et là, on va essayer de faire demi-tour. Alors évidemment aussi sur cette version de base, hop, j'appuie sur le commodo au centre. Voilà. Je n'ai pas non plus de caméra de recul, donc c'est à l'ancienne, si je puis dire. Mais bon, avec un tel gabarit, c'est pas trop un problème. La visibilité arrière est pas non plus fabuleuse avec la petite vitre arrière. Voilà, là il faut que je fasse attention. Voilà, alors je vais pouvoir quand même comparer par rapport à la DS3 électrique que j'avais essayé. Bon, c'est la même plateforme, donc c'est surtout au niveau du confort. Alors le rayon de braquage évidemment, là c'est nickel, c'est une citadine. Hop, je vais refermer la porte et on est parti, en espérant que mes systèmes de caméra vont pas partir en cacahuète. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, écoutez, c'est très confortable. Alors on va continuer la vidéo en coupant le son parce que
Il y a des bruits de roulement vraiment insupportables, j'arrive pas à séparer la voix des bruits de roulement, désolé. Donc bah, j'ai commenté hein, le roulage avec cette i208, c'est confortable. Honnêtement, bon, c'est un peu raide sur les dodanes, mais pour les irrégularités de la route, ça filtre bien. Le volant petit est aussi très agréable parce que c'est très vif, donc la voiture s'inscrit bien dans les virages, et puis évidemment on a un rayon de braquage qui est vraiment faible, donc on se faufile et on tourne sur soi-même beaucoup plus facilement évidemment qu'un modèle Y, mais bon, on peut pas comparer les deux voitures. La consommation, on en parlera à la fin. Là, vous allez voir, j'ai mis le mode break qui permet d'avoir de la régénération dès qu'on lâche l'accélérateur. Alors c'est pas vraiment progressif, hein. Dès qu'on lâche l'accélérateur, ça freine. J'ai pas pu tester jusqu'au freinage complet, et on verra le résultat quand on rentre sur la consommation moyenne. En fait, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas de mode. Alors, il y avait le mode sport, évidemment, le mode éco, le mode normal, mais honnêtement, le mode sport, on s'en accommode très bien. Le mode éco, c'est vraiment, on va dire, plutôt limite si on vous dépassez sur les départementales, mais avec le mode sport, il n'y a pas de problème. Vous avez 136 chevaux, vous avez à peu près 80 chevaux en mode éco et 100 chevaux en mode normal. Le couple hein, est tout à fait suffisant hein, pour une conduite, on va dire sage, avec 260 Nm. La vitesse max est limitée à 150 km/h. Et puis, vous le savez, la capacité de la batterie utile est un peu inférieure à 50 kWh, de 46,4. Et cette batterie refroidie par glycol, ce qui permet d'avoir des vitesses de charge plutôt acceptables en combo CCS, jusqu'à 100 kW, ce qui est quand même pas mal pour une citadine, entre guillemets. On sait que la Zoé hein, est beaucoup moins performante dans ce cadre-là, mais bon, comme on le sait déjà, c'est pas une voiture pour aller sur l'autoroute, hein, puisque vous aurez des difficultés à faire de plus de 150 km entre deux charges avec l'i208, donc il faut se cantonner en ville, où vous arriverez peut-être à 250 km, et autour de 230 sur les routes départementales, donc ça donne quand même un bon rayon d'action pour une utilisation quotidienne, notamment maison-travail. Alors j'ai pris du plaisir hein, à conduire sur cette petite route jusqu'à 80 km/h. Le train avant, même si la voiture fait plus de 1400 kg, eh bien elle reste quand même assez vive, notamment du train avant, avec ce petit volant là qui est très, très directif. Ça amortit plutôt bien les aspérités de la chaussée. Alors le freinage est un peu spongieux, c'est vrai. Vous voyez là, je joue un peu avec le volant, la voiture réagit instantanément au niveau du train avant. Et le mode B me permet de ralentir. Oh, si je compare une seule fois avec le modèle Y, évidemment, il y a moins de freinage régénératif par exemple. Mais bon, ça marche quand même plutôt pas mal, mais je vais pas pu malheureusement aller jusqu'au freinage complet en one pedal, comme on dit. Là, vous voyez, je passe sur des gros dodanes, je pense à Brubac. Et bon, là, c'est quand même assez ferme, mais autrement, à part les dodanes, écoutez, c'est quand même plutôt confortable. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a par contre pas mal de bruit de roulement sur ces routes bitume qui sont pas lisses, qui sont un peu, on va dire, granuleuses. Là, c'est pas vraiment les bruits d'air qui m'ont gêné, mais surtout là, c'est clair, les bruits de roulement en termes d'insonorisation, il y a mieux sur le marché, à mon sens. Alors cette i208 étant une version de base, j'ai pas de régulateur dynamique, même de régulateur tout court, ni d'aide au maintien dans la voie, ou encore moins d'affichage tête haute, ou ce fameux écran 3D si je puis dire. Mais écoutez, non, la visibilité de l'écran suffit hein, amplement, avec des compteurs aiguilles pour la vitesse à gauche et pour la consommation électrique, que ce soit en charge quand on freine, ou la puissance quand on accélère. C'est tout à fait convenable. On pourra reparler aussi un petit peu après du mode multimédia, où là j'ai un écran de 7 pouces, où là évidemment, eh bien, on n'est pas dans le haut de gamme technologique, hein, c'est plutôt poussif, je dois l'avouer. Et là, dans ce niveau de gamme également, j'ai pas de GPS intégré, hein. Par contre, vous avez évidemment toujours le CarPlay ou Android avec un câble USB. Alors, on va pouvoir tester le mode break, hein, où je vais arriver à un rond-point
où je ne fais que décélérer. Alors malheureusement, ce mode break varie apparemment suivant le niveau de charge de la batterie, ce qui n'aide pas à avoir une anticipation correcte, puisque a priori, plus la batterie est chargée, et moins vous aurez de freinage régénératif. Alors on connaît ça aussi hein, sur d'autres modèles, mais là, a priori, c'est plus prononcé. Et là, vous voyez, je vais arriver aussi sur un rond-point, je freine un tout petit peu, et là, je vais prendre le rond-point un petit peu vite. Alors le volant est très agréable. Hop, et je vais pouvoir réaccélérer. Donc c'est vrai qu'en ville, en fait, c'est super agréable. Vous voyez, je monte à un peu plus de 50 km/h très très facilement. Donc pour faufiler, c'est vraiment, on retrouve en fait le plaisir de conduire une voiture électrique. Si ce n'est que, là vous allez voir, malheureusement vous n'entendrez pas le bruit, mais quand on appuie très fort en sortie avec les roues braquées, même sur le bitume sec, on sent que le train a du mal à passer la puissance, donc ça doit être, c'est clair, un handicap partant de pluie où les 260 Nm, on a plutôt intérêt à mettre le mode normal pour passer mieux la puissance, en tout cas pour pouvoir doser plus facilement, bon, sachant que c'est pas non plus un foot de guerre, mais voilà, on a clairement les limites des véhicules électriques en traction par rapport à une propulsion. Et donc là, on va faire le chemin du retour tout aussi tranquillement. Donc, vous voyez, moi, j'arrive bien à voir l'écran au-dessus de ma tête. On a une bonne visibilité. J'ai pas testé le système audio par contre, mais voilà, l'étudiant est très content de sa voiture pour faire les 30 ou 40 km qu'il a à faire par jour. Après, évidemment, la clé du problème, si je peux dire, eh bien, c'est le coût dont on va parler en fin de vidéo, comme je l'ai déjà dit précédemment. Voilà les amis, écoutez, on a fini ce petit essai de cette i208. Alors j'ai fait que 20 km, mais honnêtement ça donne déjà une petite idée du comportement de la voiture. Il n'y a rien à dire. Alors pour voir les données, on va redémarrer la voiture. Voilà. Bonjour Peugeot. Et on va regarder tout de suite la consommation. Vous voyez, 13 km, 35 km/h, 13,3 kWh. Donc ça veut bien dire en ville. Hein. Voiture consomme très peu. J'avais le mode break. On peut bien compter 300 km en ville. 250 à mon avis à 70 ou 80 maximum sur route. Et puis alors évidemment sur autoroute, là c'est une autre paire de manches. Si vous faites 150 km, ça sera je pense le maximum entre deux charges. Sachant que cette voiture a le combo CCS, vous pouvez charger jusqu'à 100 kWh puisque c'est une batterie à refroidissement liquide. Donc voilà, usage limité, urbain, périurbain, pour 200 km par jour on va dire. Mais maintenant, on va plutôt parler du prix. Alors, juste avant de parler du prix, vous voyez, moi, l'autonomie que j'avais avant de partir était 232 km, mais la batterie n'était pas chargée au maximum. J'ai perdu à peu près 20 km, voire un peu moins, par rapport à l'autonomie de départ en faisant 13 km. Donc ça reste plutôt fiable comme autonomie. Évidemment, j'avais une consommation très faible, hein, autour de 13 kWh au 100 km. Le coffre a une taille raisonnable, hein, on est autour de 311 litres jusqu'à 405 litres. Les sièges rabattus, ça semble quand même un peu moins que la Zoé, qui est dans le segment équivalent. C'est assez profond, par contre la hauteur de chargement est plutôt haute, ça c'est pas très pratique pour les objets lourds. Alors la présentation extérieure est plutôt flatteuse hein, pour cette voiture, j'aime bien son look un peu sportif. Au niveau du capot, alors on a du liquide de refroidissement pour la batterie à gauche et aussi le lave-glace. Et puis autrement, vous avez le liquide de frein, donc ça ressemble un peu d'une certaine façon à l'intérieur d'une 208 thermique, sauf qu'à la place du moteur, évidemment, on a un moteur électrique, mais on n'est pas vraiment dépaysé. On est beaucoup plus hein, sur des propulsions électriques où là à l'avant on a quasiment plus rien, donc on voit que c'est pas encore un modèle 100% électrique, hein, c'était un modèle hybride si on peut dire, qui a utilisé une plateforme de thermique sur lequel on a greffé les organes et une batterie pour en faire un véhicule full électrique, mais côté comportement nettement, je suis pas déçu. On retrouve le toucher et surtout le dynamisme hein, des Peugeot. Alors j'ai pas essayé une 208 thermique qui doit être quand même 250 kg moins lourde, mais de ce côté-là il n'y a pas de problème. Donc point de vue plaisir de conduite, le plaisir
comme on dit, est au rendez-vous. La prise combo CCS, eh ben, vous permet quand même, comme j'ai déjà dit avant, de charger jusqu'à 100 kW. Alors attention sur les Zoé, je sais que il faut pas oublier de prendre l'option. Ce serait dommage de se retrouver avec une prise T2 si vous voulez acquérir que ce soit une 208. Mais là, sur ce modèle de base, il y avait la prise combo Bose CS, a priori. Enfin là, c'est sûr, on l'avait. Et pour la Zoé, attention, quand même important de d'avoir le mode combo CCS disponible, surtout si vous l'achetez et que vous voulez la revendre dans quelques années, ça sera toujours un plus. Quant au coût, hein, alors notre étudiant a plutôt fait une bonne affaire puisque il s'en tire à 180 € par mois, sans compter les recharges, mais on en reparlera un peu plus tard, pour un leasing de 3 ans et un maximum de 10 000 km par an. Alors comment il a fait pour arriver à un tel tarif? Alors il a bénéficié tout d'abord du bonus de 7 000 €, d'une prime à la conversion d'un vieux diesel de plus de 10 ans de 5 000 €, plus une remise, et ce qui lui fait donc un tarif d'achat, on va dire, d'autour de 20 000 €. Alors il a pu bénéficier du bonus de 7 000 € car c'était avant euh, la mi-2021, ou plus précisément avant le 1er juillet 2021, et puis aussi de la prime à conversion maximale, puisqu'il était étudiant, donc son revenu de référence était dans les clous. À savoir que cette prime à conversion n'est que 2 500 € pour un véhicule électrique de l'autonomie de plus de 50 km si vous dépassez ce revenu de référence. Donc concrètement, si on calcule 800 km par mois à 3 € les 100 km, ce qui est peut-être un peu pessimiste, car je pense qu'il consomme autour de 170 Wh au kilomètre, donc on est peut-être un peu en dessous. On arrive à 24 € en plus par mois, donc 204 € par mois. Alors évidemment, j'ai regardé sur le site de Peugeot pour vérifier la véracité de ce loyer pour 10 km par an, et puis évidemment, comparer avec un modèle thermique active, on va dire une finition plutôt équivalente pour les deux modèles, et avec un moteur cette fois PureTech de 75 chevaux, donc il n'offre quand même certainement pas les reprises et les accélérations de la i208. Et donc effectivement, hein, sur le site de Peugeot, si je prends une 208 active électrique avec le bonus écologique plus la prime à la conversion, j'arrive pas loin de 180 € par mois à 194 pour 3 ans et 10 000 km. Donc on est vraiment pas loin du compte. Pour un modèle essence active, 75 chevaux, alors le prix d'appel est beaucoup moins cher, on est autour de 19 000 € contre environ 32 000 pour la i208, mais on n'a pas le bonus écologique de 6 000 €, on n'a pas la prime à la conversion de 5 000, dans le meilleur des cas de 2 500 €, donc on arrive à un tarif similaire en location autour de 200 € par mois. Et là, j'ai mis un apport de 3 800 € que je considère ça pourrait correspondre à la prime à la conversion plus une remise contre 13 000 € environ pour la i208 en considérant le bonus de 6 000 plus la prime de 5 000, 11 000 plus une remise de 2 000 €. Donc vous voyez, on a des tarifs mensuels tout à fait similaires, sauf que évidemment, il y a une différence entre les deux véhicules, c'est le carburant. Alors j'ai compté toujours 800 km par mois, avec une moyenne de 6 litres au 100, on va dire, et un litre du super à 1,8 €. Alors ça pourrait être un peu moins, mais voilà, on venait autour de 86 € d'essence par mois, et on va dire si c'est un peu moins, 80 voire 70, on est entre minimum 280 € par mois contre 204 pour l'i208. Alors évidemment là, je prends pas en compte l'assurance ou les frais d'entretien. A priori sur l'i208, il y a une visite obligatoire au bout d'un an et ensuite une périodicité tous les 2 ans ou 25 000 km. Vous pouvez prendre aussi une garantie privilège qui comprend l'entretien avec les pièces d'usure et ça vous coûtera environ 20 € supplémentaires par mois, donc on arriverait à 224 par exemple.
au lieu de 290, 296, sans entretien inclus cette fois pour la voiture thermique. Donc, côté financement, il n'y a pas photo hein, pour notre ami étudiant, c'est plus intéressant de louer une i208 pendant 3 ans, avec un budget fixe d'environ 200 euros par mois, puisqu'en fait, voilà, l'électricité, le coût reste négligeable. Par contre, évidemment, quand vous redonnez la voiture au bout de 3 ans, si vous voulez en prendre une nouvelle, vous ne bénéficiez plus de la prime à la conversion. Sauf si vous rachetez une vieille Peacock, donc d'avant 2011 pour un diesel et je pense avant 2006 pour une essence, que vous achetez au moins 1 an avant la fin de votre LOA, que vous devez aussi assurer bien sûr, mais vous pouvez très bien prendre une assurance au kilomètre et la voiture ne roule pas pendant 1 an. Et dans ce cas-là, si vous la payez, je sais pas, par exemple 1000 euros, eh bien vous aurez quand même si la prime existe toujours dans 3 ans, eh bien une prime de 4000 euros si votre revenu euh, ne dépasse pas la limite autorisée. Donc là, pour le cas d'un étudiant, évidemment, ça fonctionne. Donc c'est un peu pervers comme système, mais oui, sur le papier, ça marche. Vous pouvez racheter une vieille voiture pour avoir encore la prime à la conversion dans 3 ans, si cette prime existe toujours. Donc il pourrait, dans le meilleur des mondes, retrouver une voiture à un tarif mensuel à peu près similaire à celui d'aujourd'hui, si on considère que les prix des véhicules électriques vont baisser d'ici 3 ans. Côté entretien, avec Peugeot électrique, vous avez une visite au bout d'1 an, et ensuite je crois que c'est tous les 2 ans ou 25 000 km. Vous pouvez prendre aussi une extension de garantie, voire un entretien privilège, où tout est inclus, l'entretien, les pièces d'usure, pour 20 euros de plus par mois. Donc ouais, il peut y avoir aussi des formules, tout compris, on arrive autour de 230 euros. Avec tout compris entretien, alors il reste l'assurance, mais ça serait la même chose pour la voiture essence. Donc, écoutez, voilà. En tout cas, lui est très content de son véhicule pour l'usage qu'il en a, évidemment, puisqu'il ne fait pas de grands voyages, il reste dans la région. Et puis, ses collègues, amis étudiants aussi, sont aussi plutôt séduits hein, par le concept électrique, mais c'est quand même un certain prix. Puis si vous n'avez pas de voiture à faire reprendre, eh bien, beaucoup d'entre eux, évidemment, ont plutôt une voiture d'occasion assez vieille, thermique, qui satisfont à leur usage. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'on voit quand même l'intérêt qu'ont maintenant la jeune génération par rapport aux véhicules électriques, quand on a un certain budget à mettre, évidemment. Euh, Ça peut être plutôt intéressant. Et puis on sait qu'aussi la génération, pour voyager, généralement, utilise plutôt le train, voire Blablacar. Donc, dans ce cas-là, les longs trajets, l'utilisation d'un véhicule électrique ne se pose pas trop. Sur ce, j'espère que vous passerez une très bonne semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Azaz. Ciao.